La femme de ménage chantait sans imaginer que l'émission était en direct. C'est une phrase que tout le monde aurait reprise le lendemain à la une. Mais ce soir-là, dans les coulisses éclairées de néons trop froids, elle ne savait rien des projecteurs qui allaient braquer sa vie entière. Elle passait un chiffon sur une commode dorée pendant que, quelques mètres plus loin, la foule retenait son souffle devant la silhouette impeccable d'une vedette. Maria tenait le chiffon sans vraiment voir la poussière. Ses mains savaient faire ce qu'elles avaient toujours fait, effacer les traces, remettre en ordre, disparaître pour que tout brille. Ce soir, comme tant d'autres soirs, elle nettoyait la loge de Catalina de la Vega. Catalina, surface parfaite, sourire calibré, voix modulée à la perfection dans les interviews. Catalina, dont la voix sur scène était célébrée comme un miracle national. Catalina qui n'accordait à Maria qu'un regard glacial, à peine déguisé en indifférence, comme si la servante ne devait exister que dans un coin d'ombre. Il y a des maisons où le luxe étouffe. Celle de Catalina était l'une d'elles. Murs blancs, meubles designer, photos encadrées d'un succès fabriqué. Dans un coin, un piano à queue, ses touches usées par des mains qu'on ne voyait jamais. Maria passait la main sur ses touches comme on touche une relique interdite. Elle ne jouait pas souvent en public, il fallait être invisible. Mais quand le soir venait et que la maison rendue au silence, elle s'asseyait parfois au piano et chantait pour elle-même, comme on prie sans élever la voix, comme on garde un secret pour survivre. Sa voix ne ressemblait à rien de ce que la télévision montrait. Elle avait une texture peu commune, fragile et puissante à la fois, capable de s'enrouler autour d'une note et d'en faire une histoire. Quand elle chantait, ses épaules se détendaient, ses yeux se perdaient dans un horizon qu'elle n'avait jamais vu. C'était là que vivait sa promesse silencieuse, celle qu'elle s'était faite à 20 ans, assise sur un trottoir, après un concert qu'elle n'avait pas pu jouer. Promesse simple, presque ridicule face à la grandeur d'un monde qui l'ignorait. Ne plus jamais laisser quelqu'un éteindre sa voix. Catalina, elle, avait appris à construire une forteresse autour de son image. Felipe, son manager, enseignait à la célébrité l'art du spectacle. Quoi montrer, quand sourire, quels détails laisser aux photographes. Il connaissait les mécanismes pour faire croire au miracle. Il fermait les yeux sur les arrangements nécessaires, les contrats, les voix d'appoint, les signatures griffées. Derrière le velours, il y avait toujours quelqu'un qui tenait la corde. Felipe tenait la corde. La loge où Maria frottait la commode avait l'air d'une scène miniature. Sur le mur, des trophées, des affiches. Sur la coiffeuse, des parfums chers et des palettes de maquillage impeccablement alignées. Au sol, sous la chaise de maquillage, une paire de chaussures en cuir attendait que quelqu'un, d'ici quelques heures, fasse 2 pas sous les lumières. Maria rangeait, essuyait, replaçait. Elle connaissait tous les recoins de ce monde de faux-semblants. Elle connaissait les silences qui hurlaient et les pièces où l'on laissait la vérité respirer à peine. On la traitait comme si elle était faite d'air, présente mais invisible. On lui confiait les secrets intimes de la maison et on lui refusait le droit de s'asseoir. On la payait mal et on lui volait les applaudissements. Il y avait des moments où la humiliation dépassait la simple froideur. Il y avait l'humiliation active, pensée et distribuée comme un châtiment. Remarque piquante devant d'autres employés. Ordre donné avec un sourire coupant. Cette façon que Catalina avait d'annoncer au monde qu'elle était reine et que les autres, y compris Maria, devaient se plier à son empire. Mais chaque fois que la nuit l'enveloppait, Maria prenait le piano. Elle écrivait des phrases sur des bouts de papier, des mélodies griffonnées sur un carnet que personne n'oubliait jamais, mais que personne ne remarquait non plus. Des paroles qui parlaient de nettoyage, de silence, de rêves entassés sous le meuble du salon. Elle composait pour ne pas se liquéfier. Sa voix était la seule chose qu'on ne pouvait pas lui arracher complètement. On pouvait louer un enregistrement, engager une choriste, arranger une note, mais on ne pouvait pas faire disparaître les vibrations d'une poitrine quand elle décidait de chanter. Diego connaissait la maison de loin. Pas la maison de prestige, mais celle qui entourait la star. Le portail, les valets, les paparazzis comme des ombres collantes. Fan au départ, il avait collectionné des images, des interviews, des extraits de scènes. Ses émotions pour Catalina avaient d'abord été de l'admiration pure, presque religieuse. Puis, comme aujourd'hui souvent chez certains fans, l'admiration avait pris une nuance plus sombre. Il la connaissait comme on connaît une chanson qu'on a trop écoutée. Il savait où elle respirait, où elle trahissait. Il savait aussi, sans vraiment savoir pourquoi, que tout n'était pas net. La première fois qu'il entendit la voix de Maria, il ne sut pas d'où elle venait. Il était passé par la grille latérale, dit pour faire semblant qu'il livrait un cadeau de fan. On ne vérifiait pas la sensibilité chez les fans. Diego trouvait toujours un motif pour s'approcher un peu plus. Ce soir-là, il suivit un souffle, une résonance descendue du jardin comme un secret déposé sur l'herbe. Près d'un buisson, derrière une glycine, il la vit. Maria, en robe usée mais propre, penchée sur le piano extérieur qu'on laissait pour les garden parties. Les doigts couraient, la tête inclinée, la bouche offrait des phrases qu'elle n'avait jamais osé pousser sur une scène. Il s'arrêta, bouche sèche. La première note le prit comme une gifle. C'était juste elle. La voix n'était pas mise en scène, pas polie pour des caméras. C'était de la chair, du labeur vocal qui racontait une vie.
Diego sentit un vertige, puis une colère sourde. Pourquoi le monde célébrait une autre voix quand celle-ci existait, vivante, vibrante, juste derrière un buisson? L'injustice le piqua au plus profond. Il n'était pas un héros, il était un collectionneur d'émotions. Mais cette émotion le poussa à plus. Il resta, il écouta. Elle finit, posa la main sur les touches comme pour remercier une amie, et se leva sans regarder autour d'elle. Diego sortit de sa cachette. La première parole entre eux fut maladroite. Diego balbutia un compliment que Maria prit pour une politesse habituelle. Elle sourit brièvement, surveillant le jardin et la maison comme si chaque pas pouvait être un crime. Elle n'avait pas l'habitude des confidences. Pourtant, quelque chose dans la voix du jeune homme l'apaisait. Il ne cherchait pas à l'exploiter, il n'applaudissait pas pour s'approprier. Il écouta. « Vous avez une voix ?» dit-il finalement, sans trouver d'autres mots. Maria rougit, pas tant pour le compliment que pour la peur que quelqu'un entende. Elle cherchait la réponse dans le silence, dans l'habitude d'être effacée. « Ici, personne ne doit chanter pour soi, dit-elle, c'est une règle de la maison. » C'était vrai. Catalina, après les premières années de son ascension médiatique, avait mis des règles strictes. La maison maintenait l'image et les autres étaient invités à plier. Les employés savaient que sourire était une transaction, que l'obéissance défaisait toute confrontation. Maria parlait bas parce qu'elle avait appris à économiser sa voix pour ce qui comptait vraiment. Diego était têtu. Il revint plusieurs fois, sous prétexte d'apporter un bouquet, un disque, une lettre que la star supposée lui avait envoyée. Il observa, apprit les routines, mémorisa les noms des domestiques, la logistique du service. Il devint au fil des jours plus qu'un fan, il devint un témoin. Un soir, alors qu'il l'avait suivie jusque dans la petite cuisine du personnel, il la vit écrire. Il avait déjà repéré son carnet, ses feuilles qui s'emplissaient de mélodies. Là, elle écrivait des paroles serrées, comme des prières couchées sur papier. Diego sentit qu'il tenait quelque chose de rare, fragile, précieux. Il ne fit pas le voyeur, il attendit qu'elle remarque sa présence. Quand elle leva la tête, ses yeux étaient humides d'une fatigue vieille comme une dette. « C'est pour qui ?» demanda-t-il tout doucement. Maria haussa les épaules. Elle n'avait jamais pensé à autre chose qu'à garder sa dignité intacte. Racler les fonds de tiroir pour nourrir une mère malade, payer des médicaments, évidemment. Il y avait la peur du chômage. Perdre son emploi signifierait faim, humiliation publique, perdre la chambre où elle déposait ses carnets comme une partie d'elle. Mais il y avait aussi cette voix, intransigeante, qui ne se tairait pas juste parce que le monde avait d'autres priorités. « C'est pour moi, » dit-elle. « Pour demain peut-être, si je survis aux ordres. » Diego aurait pu partir à ce moment précis. Beaucoup l'auraient fait. La plupart auraient préféré collectionner le secret comme une récompense personnelle. Mais il n'était pas fait pour garder des trésors enfermés. Son admiration avait mûri en colère, et la colère s'accompagnait d'un désir de justice. Il proposa une idée qui sonnait d'abord comme une folie. « Monte sur scène, pas pour lui voler la place, mais pour que ta voix existe. Pas forcément pour prendre tout, juste un passage. Je peux t'aider. » Elle rit, une petite sonnerie qui brisait un instant la gravité. « Vous ne comprenez pas. Si Catalina le savait, si Felipe le savait, je serais dehors avant la fin de la semaine. On m'accuserait d'une audace que je ne supporte pas. Qui croira qu'une femme comme moi peut chanter comme ça? Qui écoutera une femme qui nettoie les chaussures d'une star ?» Les yeux de Maria étaient très clairs quand elle posait la question. Il n'y avait pas d'illusion naïve. Elle savait ce que le monde attendait d'elle. Elle savait que la dignité devait souvent se négocier à la marge. Mais derrière la peur, une étincelle qu'elle n'avait pas le droit d'éteindre flamboyait. Elle avait fait une promesse d'or. Un jour, la voix serait la sienne. Pas pour écraser, mais pour respirer. Diego prit cette promesse comme une mission. Il n'était pas un technicien, pas un producteur, seulement un fan qui avait appris à connaître les lieux et les horaires. Il proposait d'aider en tant que complice silencieux. Il pouvait distraire, exagérer, créer des faux semblants. Il pouvait aussi, sans mots techniques, amplifier l'injustice en la rendant visible. Il parlait sans tout détailler, croyant que la détermination suffirait à combler les manques. « Il faut que la vérité sorte quand tout le monde regarde », dit-il. « Là, les mensonges ne tiennent pas. Et si ça te fait peur d'imaginer tout perdre, alors imagine plutôt un monde où tu ne perds plus parce qu'on reconnaît enfin ce que tu as déjà donné. » Maria réfléchit dans le silence. Elle pensait à sa mère, couchée chez elle, amaigrie par des années de traitement. Elle pensait à sa nièce qui rêvait d'un avenir où sa tante pourrait la regarder sans chante. Elle pensait à toutes les fois où elle avait été réduite au rôle qu'on lui donnait. Et elle pensait surtout à la voix, quand elle se libérait de la poussière et devenait entière. Ils conspirèrent sans formuler de plan précis. C'était une conversation d'étoiles qui s'allumait trop vite,
Diego mentionnait l'émission à venir, le grand show que Mauricio Santillan produisait, l'événement télévisé qui rassemblait tout le pays devant un écran. Catalina devait chanter en direct. C'était la pièce de résistance, la performance que tout le monde attendait. Pour eux, c'était une opportunité. Mais parler d'opportunité était différent de l'écrire. On peut parler de justice autant qu'on veut. L'exposer sur la place publique demandait plus de courage que les deux réunis. Maria n'avait jamais voulu faire de vagues. Elle savait ce que provoquait un geste trop grand. L'histoire était pleine de personnes écrasées parce qu'elles avaient osé demander ce qui leur appartenait par droit. Mais il y avait parfois des instants où le courage se présentait sous la forme d'un pas minuscule. Cette fois, elle sentit qu'un micro-pas pouvait devenir un pont. Les jours précédant le grand show furent une succession de petits vols de liberté. Diego se faufila entre les vigiles, récupérait des bribes d'informations, observait les répétitions de loin. Il vit Felipe structurer tout comme un orchestre de mensonges, minuté, huilé, sans faille. Felipe était un homme qui ne plaisantait pas avec l'image. Il avait construit une mécanique qui protégeait sa star. Il savait où poser la main pour que le public ne voie pas la ficelle. Mais la ficelle existait, et c'était ce qu'il voulait montrer. Pas pour faire chuter quelqu'un sans raison, mais pour que justice soit rendue. Maria, de son côté, se préparait à l'idée que sa vie pouvait changer. Elle répétait dans ses moments libres, contrôlait ses respirations, notait des phrases, peignait sa voix d'un timbre plus ferme. Le personnel de la maison la regardait avec une curiosité mêlée d'inquiétude. Il connaissait sa voix, mais il y avait une ligne invisible entre chanter dans le jardin et chanter devant le pays entier. Si elle se trompait, la chute serait rude. Si elle avait raison, la récompense ne serait pas seulement sa reconnaissance, ce serait l'effondrement d'un mensonge. Un soir, lors d'une répétition, Mauricio Santillan descendit dans les coulisses. C'était un homme au visage marqué par des années de pression. Il était directeur de show. Chaque minute devait être calibrée pour atteindre des records d'audience. Il ne supportait pas l'imprévu, sauf lorsqu'il servait le spectacle. Mauricio avait un instinct pour sentir si une histoire pouvait donner des points d'audience. Il n'était pas foncièrement mauvais, il était pragmatique. Mais la vérité n'était pas toujours pragmatique. Lorsqu'il passait en loge, il remarqua Maria, comme on remarque une ombre qui parfois s'attarde trop longtemps sous la lampe. « Qui est-elle » demanda-t-il à Felipe. Felipe sourit comme on sourit face à quelque chose d'ennuyeux mais pas dangereux. « Oh, la femme de ménage ? Elle est partout. Fais gaffe, elle est douée pour disparaître. » Mauricio ne prit pas cela pour une menace. Il passa, inspecta et repartit. Les stars gravitent autour de ces hommes de l'ombre qui décident ce qui est visible. Pour le moment, la vérité de Maria n'était pas sur leur carte. Elle était rangée dans une case irrégulier, pas encore digne d'être montrée. À mesure que la date approchait, la maison se remplissait d'effervescence. Maquilleurs, stylistes, techniciens se succédaient. Les caméras testaient leurs angles. Les ingénieurs vérifiaient les lumières. La voix de Maria, elle, se préparait dans la solitude d'un placard, entre un tablier et une trousse de couture. Diego lui apportait parfois un café, parfois un silence. Il parlait peu des détails techniques. Il savait que la meilleure arme était la simplicité. Un micro, une preuve émotionnelle, un public qui ne peut fermer les oreilles. Les nuits précédant l'émission furent peuplées de cauchemars et de rêves. Maria rêvait d'une foule qui la connaissait, puis d'un vide plein d'appareils sournois. Elle se rappelait les paroles de sa mère, sa vieille femme aux mains maigres, qui lui disait sans fausse piété « Ta voix, Mininia, c'est un cadeau. Garde-la comme on protège une flamme. » Ces mots avaient une valeur plus tangible que n'importe quel contrat. Chaque fois qu'elle se sentait prête à reculer, elle repensait aux mains rugueuses de sa mère qui l'avait portée, aux factures à payer, à la dignité qui n'était pas négociable. Diego lui apportait aussi autre chose, la certitude que quelqu'un d'extérieur comprenait la portée de sa décision. Il n'était pas payeur, pas sauveur officiel. C'était un jeune homme qui s'était trouvé impliqué dans une histoire qui le dépassait. Sa présence tenait de l'errance utile. Il ne cherchait pas la gloire, seulement la justice. Il parla de l'émission, de la naïveté des téléspectateurs, de la façon dont la vérité était plus facile à croire quand elle arrivait de face. Mais il savait qu'ils auraient besoin d'un symbole plus fort que des mots. Une semaine avant le show, la maison organisa une répétition générale privée pour la presse. Catalina entra sur scène avec cette assurance que donnent des années d'apprentissage médiatique. Sa voix, en public, était impeccable. Mais Diego avait remarqué quelque chose qui le glaça. La synchronisation entre la star et une voix préenregistrée en coulisses. Cela confirmait ce qu'il pressentait. Il sentit l'indignation monter comme une fièvre froide. Ce soir-là, il parla à Maria sans épuiser toutes les espérances, mais avec la franchise d'un homme qui avait compris l'ampleur de la manipulation. « Ils ne vont pas croire une femme de ménage si je lui donne le micro et qu'elle chante 2 minutes, dit-il. Il faut une séquence qui rende l'injustice évidente, quelque chose qui fasse que même ceux qui aiment Catalina doivent voir la super chérie. » Maria hocha la tête.
Leur plan, à ce stade, n'avait pas de forme technique, il était fait d'intention et de vérité. Ils savaient seulement que la meilleure route était exposer la dissonance, faire sentir au public que la voix qui arrivait sur les ondes n'était pas la voix qui avait vécu dans la maison. Ils préparaient des mots, des images, des émotions. Ils commencèrent à tracer un chemin qui passerait par le cœur des téléspectateurs plutôt que par la rigueur d'un tribunal. Les derniers jours se déroulèrent comme un cœur qui bat plus vite avant l'effort. Maria répétait en secret des morceaux qui parlaient de courage et de petites choses. Une chanson sur les mains qui lavent, une autre sur les nuits sans sommeil, une troisième sur le refus de se laisser étouffer. Chaque chanson était un microcosme de sa vie. Elle peaufinait les nuances, la façon de poser une phrase, la manière de tenir la respiration pour que la note reste vraie, sans artifice. Le soir précédant la diffusion, ils se retrouvèrent une dernière fois dans le jardin. Les citrus exhalèrent un parfum nocturne, les étoiles étaient faibles à cause de la lumière urbaine, mais la promesse qu'elles portaient était intacte. Diego tenait dans sa poche une petite clé, la clé pour rentrer dans la loge technique où, disait-il, on pouvait demander un micro pour un invité surprise. Il ne détailla pas, il détourna l'attention vers l'essentiel. « Ce qui compte, dit-il, c'est que tu montres ta voix au plus grand nombre. Le reste, on l'improvisera. Les gens sentent quand une voix est vraie. » Maria regarda le ciel comme on scrute un avenir indifférent. Elle pensa aux critiques, aux menaces. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à la poussière effacée sur la commode qu'elle venait de nettoyer, comme si la poussière elle-même avait été un témoin silencieux de tant de vies réduites. Puis, doucement, elle posa la main dans celle de Diego. « Si je le fais, c'est pour que quelqu'un me regarde enfin en tant que ce que je suis, dit-elle. Pas pour que Catalina tombe, mais pour qu'on sache que chaque voix compte. » Diego agrippa sa main comme on s'accroche à un rocher pendant la tempête. Il n'y avait plus de place pour la peur. Il n'y avait que la certitude que, demain, quelque chose changerait. Pas une promesse de succès, pas une garantie de justice instantanée. Juste un pas qu'ils feraient ensemble. Le matin du show, la maison était en ébullition plus que jamais. Les équipes arrivaient à l'aube et les couloirs se remplirent de valises de costumes, d'odeurs d'air-spray et de café brûlé. Catalina, parfaite, ordonnait des choses comme si elle ordonnait des vies. Felipe, méticuleux, était partout. Mauricio arrivait en limousine, l'air impassible, mais avec des yeux qui cherchaient déjà les courbes de l'audience à venir. Les loges ne sont pas seulement des lieux pour se maquiller, elles sont des coulisses d'ego où se négocie la perception publique et l'histoire qu'on veut raconter. Maria se glissa dans son uniforme de travail, comme une armure douce. Elle fit son chemin vers la cuisine du personnel, puis vers la petite réserve où elle déposait ses carnets. Elle sentit l'adrénaline grimper, non parce qu'elle allait se battre, mais parce qu'elle allait être enfin vivante. Diego lui donna un dernier mot, presque un ordinaire banal transformé en serment. « Ta voix est un droit. Fais-le pour toi. Fais-le pour ta mère. Fais-le pour toutes les femmes qu'on fait taire. » Elle hocha la tête. Dans son sac, elle glissa son carnet, une photo de sa mère et la bague qu'on lui avait offerte pour ses 18 ans. Elle n'avait pas d'autres armes. La dignité tient parfois dans un petit paquet. Les heures se déroulèrent comme une partition. Les mots, les actes, les respirations se synchronisèrent. On apporta le micro, on vérifia les placements. Maria resta en retrait, invisible selon les règles. Le spectacle commença. Les caméras, sans que l'on sache encore comment, filmaient un monde prêt à applaudir. Catalina apparut, resplendissante, et la salle s'embrasa d'un tonnerre poli. Dans l'attente, Maria se tint dans l'ombre des coulisses. Sa gorge était un feu. Chaque respiration était une note qu'elle retenait. Elle pensa à la promesse faite, à la main de sa mère, à la poussière effacée. Elle n'était plus la femme qui jadis acceptait. Elle était la femme qui se décidait enfin. Et puis, au moment où tout semblait immobile, une porte s'ouvrit. Un technicien passa en courant. Un assistant trébucha. Un applaudissement retentit au loin. Le monde était en train de respirer. Elle s'avança vers l'ombre du rideau, prête à écouter, prête à entendre la peur et la volonté se mêler. Les coulisses étaient un couloir de murmures. Quelqu'un mentionna le nom de Mauricio. Un éclairage latéral effleura son visage. La salle comptait les secondes. On entendit le présentateur annoncer le prochain morceau. Un frisson la parcourut, mais ce n'était pas uniquement la peur, c'était la conviction que, lorsque sa voix sortirait, elle ne reviendrait pas en arrière. Diego était là, au bord de l'espace réservé aux techniciens. Il leva la main, comme pour lui dire que c'était le moment. Maria resserra son étreinte sur les carnets dans sa poche. Elle s'approcha de la bande noire qui séparait l'ombre de la scène. Le bruit du public montait, une mer qui attendait d'être brisée. Elle posa une main sur le rideau, sentit la texture rêche du tissu et prit la dernière aspiration avant le saut. Et le rideau vibra sous ses doigts. Les lumières, comme des mains prêtes à la soulever ou à la brûler, attendaient.
La voix qui avait vécu dans le noir se préparait à affronter l'inconnu. C'est là que la salle retint son souffle. La salle retint son souffle. Les projecteurs découpèrent des halos dans la pénombre et tout semblait suspendu à une respiration collective. C'était l'instant où l'on pouvait voir la vérité naître ou se faire écraser. La voix de Catalina, préparée, polie, attendait d'emplir l'espace. Mais il y avait derrière les coulisses une petite silhouette qui tenait d'un carmé contre sa poitrine et la promesse de toute une vie dans la gorge. Si vous aimez ces histoires de vérité et de justice, abonnez-vous. Catalina entama la première strophe comme elle l'avait toujours fait, sûre de son texte, sûre du rythme. Sa diction était parfaite, son geste sur scène sculpté par des années d'images travaillées. Les caméras la caressaient, le public prodiguait l'applaudissement anticipé. On aurait dit une marionnette admirablement tenue, et la salle, à genoux devant l'icône, avalait chaque note promise. Maria sentit sa poitrine se contracter à l'écoute de cette voix qui volait la sienne, comme on volait une ombre pour la montrer au soleil. Elle resta d'abord en retrait, la main sur le rideau, le cœur battant fort, trop fort. Les murmures autour d'elle prenaient la forme d'un vent qui secoue des papiers dans un bureau vide. Diego était là, solide comme une pierre posée au bord d'un précipice. Ses yeux lui donnèrent un souffle, puis un signe imperceptible. Elle n'avait pas besoin d'autre impulsion que cette reconnaissance muette pour comprendre. Le moment était arrivé. La première note qu'elle laissait sortir n'était pas destinée à rivaliser. C'était une confession, une offrande. Elle posa la main sur le micro que de présentateur, poussé par un mélange de curiosité et un désir inconscient de vérité, avait tendu vers elle après l'altercation provoquée par Diego. Les caméras se tournèrent. Quelques secondes d'hésitation se répandirent comme une fissure. Puis, la voix de Maria entra dans la salle, simple et nue, et tout changea. La différence n'était pas seulement technique, elle était morale, presque physique. Là où la voix de Catalina était un miroir, celle de Maria était une fenêtre, transparente, chargée d'histoire, de poussière et de lumière. Les premières phrases parcoururent l'auditoire comme une main qui touche une blessure oubliée. Les applaudissements s'éteignirent, remplacés par un silence qui pesait plus que toute réaction. On entendait seulement la respiration d'un pays qui, pour la première fois, se faisait la promesse d'écouter. Les jurés se levèrent de leur fauteuil intérieur, incapables de cacher la surprise. Le présentateur, d'abord professionnel, perdit un peu de sa distance. Mauricio Santillan se figea dans un réflexe de producteur. Il comprit immédiatement que quelque chose d'inattendu se déroulait et calculait, en une fraction de seconde, le coût médiatique de l'événement. Felipe blêmit, son sourire calibré se décomposa. Catalina recula, les lèvres tremblantes, tandis que ses yeux cherchaient l'appui de quelqu'un capable de reformuler le mensonge en spectacle. Il n'y avait personne. Le morceau que Maria choisit n'était pas une attaque. C'était une chanson sur les petits gestes, une mélodie simple qui parlait des mains qui nettoient, des nuits sans sommeil, des mots qu'on avale. Chaque syllabe était une preuve, non d'une supériorité vocale, mais d'une authenticité que rien ne pouvait reproduire. Les téléspectateurs à domicile, les gens dans la salle, les millions d'yeux rivés à leurs écrans, sentirent la vérité glisser entre les notes. Sur les réseaux sociaux, les premières réactions commencèrent à fleurir, mais dans la salle tout se joua en temps réel et sans retour. Quand Maria termina la première strophe, l'air resta suspendu encore un instant, comme si la note finale avait fait appel aux mémoires de chacun. Puis, une voix dans le public, d'abord timide, puis plus assurée, se leva pour applaudir. Ce premier applaudissement fut comme un brèche, et ensuite la salle explosa en une ovation qui prit la forme d'un raz-de-marée. Ce n'était plus seulement le son d'une adhésion à une performance, c'était une commodité morale, un peuple qui reconnaissait ce qui lui avait été caché. Catalina s'effondra dans l'évidence. Elle tenta de parler, de reprendre son rôle, mais les mots se brisèrent contre l'ouragan de réaction. Felipe tenta de reprendre le contrôle en jetant des ordres, mais sa voix, cette fois, n'atteignit personne. Mauricio, qui avait d'abord envisagé d'étouffer l'incident pour protéger l'émission, sentit la gravité du moment différemment. Il vit les caméras déjà braquées sur l'écran social mondial et comprit que l'omerta pouvait coûter plus cher que l'affrontement de la vérité. Si le spectacle avait confiance en son public, le spectacle devait accepter la vérité, même si elle le déstabilisait. Il prit une décision brutale par sa simplicité, appeler à l'écran la vérité. Il fit signe à un assistant de monter une courte projection. Sans entrer dans les détails de la provenance des images, la réalisation monta un montage d'extraits qui vinrent comme un contrepoint tragique à la voix qui venait d'emplir la salle. On y vit des moments, brefs, nets, où Catalina parlait sèchement aux employés, où elle niait le droit de quelqu'un à exister comme auteur, où Felipe corrigeait ce qui devait être montré. Les images n'étaient pas acérées pour humilier gratuitement. Elles racontaient une logique de pouvoir. Une petite femme poussée à l'ombre pour laisser place à un personnage de papier. L'effet fut immédiat.
Ceux qui avaient applaudi d'instant se mirent à murmurer. Ceux qui avaient célébré la star commencèrent à mesurer la distance entre l'image et la chair. Les commentateurs, face à l'évidence, passèrent d'un récit défensif à un récit interrogatif. Les sponsors, déjà nerveux des réseaux sociaux, firent répondre leurs représentants par des déclarations prudentes, que la production diffusait ensuite. Les jurés, qui jusqu'ici avaient dû protéger une façade, se retrouvèrent devant un choix oral. L'un d'eux, une musicienne respectée, se leva et, la voix brisée, déclara qu'elle n'avait jamais entendu pareille tromperie et qu'elle présentait ses excuses silencieuses à celles qui avaient été volées. Catalina tenta de résister avec des mots, avec des larmes d'artistes qui semblent vraies parce qu'elles sont performées. Felipe tenta de sauver leur place en proposant des explications techniques floues. Mais la salle n'était plus réceptive aux discours façonnés. Ce soir, si la photographie était parfaite, la musique avait parlé. Et la musique ne ment pas. Dans les heures qui suivirent, la diffusion prit des allures de tribunal public. Les réseaux sociaux recensaient les images, les témoignages, et la colère d'une partie du public exigeait des réponses. Mauricio, pragmatique jusque-là, assumait sa part en laissant la vérité circuler sur l'image. Ce choix n'était pas un acte de pure vertu, c'était le calcul d'un homme qui savait que le contour d'une émission n'est rien sans l'attention de son public. Mais le calcul rencontra la morale, et la conséquence fut que la vérité explosa au-delà des portes de la maison. Les réactions ne tardèrent pas à arriver en cascade. Des dénonciations formelles furent déposées par plusieurs employés qui pour la première fois sentirent la force d'une masse derrière leurs paroles. Des témoignages émergèrent, des petites mains qui racontaient la routine d'humiliation subtile, l'économie de l'aplomb forcé, les rires étouffés par la crainte de perdre un salaire. Les avocats qui se tenaient prêts à l'ombre contactèrent des représentants des personnes lésées. On n'assista pas à une condamnation immédiate, il n'y eut pas de procès miraculeux balayé par une sentence instantanée, mais des procédures furent engagées, des enquêtes annoncées, des demandes de vérification qui imposèrent au monde du spectacle une pause forcée. Pour Maria, les conséquences pratiques furent moins spectaculaires et pourtant plus profondes. Le téléphone de la petite chambre où elle vivait son silence sonna sans arrêt durant plusieurs jours. Des propositions arrivèrent, mais avec prudence, de petites maisons de disques voulant discuter, des maisons de production souhaitant enregistrer une session documentaire, une invitation d'un présentateur local pour un programme de soutien aux talents invisibles. Rien ne ressemblait aux promesses mirafiques que l'on fabrique dans les contes, mais chaque appel était une reconnaissance, et c'était déjà immense. Diego, quant à lui, ressentit une étrange décharge, la sensation d'avoir réussi à transformer une colère en une cause. Il n'était plus seulement un fan. L'obsession qui l'avait d'abord animé se transformait en une vocation possible, celle de quelqu'un qui recueille et protège la vérité. Il n'en fit pas un exploit personnel. Il resta discret, préférant voir Maria avancer sans s'éloigner d'elle, prêt à tenir la place d'ami fidèle plutôt que de héros dramatique. La chute de ceux qui avaient profité du mensonge ne fut pas simplement un éclat vengeur. Catalina, face au regard public, perdit des contrats, certains partenaires se détournèrent, des émissions qui l'avaient invité reconsidérèrent leur soutien. Felipe affronta pour la première fois une hostilité qui le contraignait à se taire. Il eut des auditions publiques, des demandes d'explications, des apologies à la télévision avec la platitude des gens pris au piège d'eux-mêmes. Le tri se fit entre ceux qui souhaitaient réparer et ceux dont l'intérêt était de minimiser. Ce tri resta public, douloureux mais nécessaire. Ce que personne n'avait prévu, pas même Maria, fut la façon dont les petites choses commencèrent à se recomposer autour d'elle. Les voisins lui firent une place dans un atelier communautaire où l'on enseignait la musique aux enfants qui n'avaient pas accès à des professeurs. Une ONG locale, attentive aux histoires de travail domestique, proposa un soutien pour les démarches juridiques. Un producteur indépendant lui envoya une invitation. « Venez chanter dans mon studio, sans filtre, sans promesse, juste pour que votre voix vive. » Elle accepta, non pour la gloire, mais parce que c'était la possibilité de poser sa voix sur quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à voler. Le travail juridique avançait lentement. Il n'y eut pas d'issue immédiate spectaculaire et définitive. Des procédures de vérification, quelques accords confidentiels, des engagements de la part de sponsors qui voulurent publier des excuses modérées. La justice, celle des tribunaux, prenait son temps. Mais la justice sociale se présentait différemment. Les paroles de ceux qui avaient été tus se mirent à circuler, et les normes tacites qui avaient permis l'impunité furent discutées sur des plateaux, dans les cafés, dans des groupes de voisins. Le geste de Maria avait déplacé quelque chose. Il n'avait pas cassé des vies pour la seule satisfaction d'un triomphe, il avait ouvert une fenêtre par laquelle d'autres pouvaient respirer. Peu à peu, la vie reprit une autre cadence pour Maria. Elle accepta d'enregistrer quelques morceaux. Le studio n'était pas une salle de gala, c'était une pièce où l'on écoutait, où l'on corrigeait non pour gommer l'imperfection, mais pour mieux sculpter la vérité de la voix. La première session fut courte et simple, une prise, peu d'artifice, des gens attentifs. Lorsqu'elle écouta la bande pour la première fois, elle pleura. C'était pas la joie naïve d'un succès instantané, c'était la délivrance de savoir que la sienne, enfin, existait dans le monde, avec ses tics, ses respirations,
ces petits défauts qui la rendaient humaine. Sa mère, qui avait longtemps supporté les nuits d'angoisse et les factures repoussées, pleura aussi. Elle se tire la main, dans un appartement modeste, et ce fut un moment simple mais absolu, la reconnaissance entre deux femmes qui avaient su tenir une flamme. Maria partagea son premier cachet avec Prudence. Il servit à payer des dettes, remplaça un appareil ménager cassé, permit d'acheter quelques médicaments. Les offres plus florissantes vinrent plus tard et furent choisies avec lenteur. Elle ne voulait pas répéter l'erreur d'une vie vendue au plus offrant. Diego, qui avait dansé aux marges de la vie de Maria, trouva aussi un nouveau souffle. Il s'engagea dans des activités civiques, organisa des groupes de fans devenus militants pour soutenir les travailleurs domestiques et collecta des témoignages. Sa passion changea d'objet, elle se transformait en action. Il n'en fit pas un monument personnel. Il resta, encore, celui qui tenait la main quand l'angoisse revenait. Il y eut des moments de tension aussi. Des hommes et des femmes qui avaient cru dur comme fer à l'image de Catalina eurent du mal à accepter la trahison. Certains accusèrent Maria d'avoir volé un destin à quelqu'un qui avait souffert aussi. Ces voix se firent entendre. Elles rappelaient que la vie est rarement binaire. On parla de la difficulté d'être une star née dans les contrées de la médiatisation, de la pression, de la solitude. Mais il y eut différence entre l'explication et la justification. Personne n'accepta que l'on vole une voix pour en faire une façade sans consentement. Le pays, dans ses conversations de café et ses colonnes de commentaires, se mit à parler autrement de l'industrie du spectacle. On fit des listes. De quel mécanisme dépend la construction d'une icône? Qui garde les comptes? Les artistes émergents eurent soudain des témoins et des portes. Les petits lieux de musique, débarrassés parfois d'un extracteur de talent artificiel, purent organiser des séances où l'on écoutait simplement. Ces changements ne furent pas immédiats, et certains s'effacèrent, mais les fissures restèrent, et dans ces fissures naquirent de nouveaux possibles. Le jour où Maria remonta sur une scène pour la première fois après l'émission fut intime. Ce n'était pas un plateau national, pas une salle d'une ville, mais un petit théâtre communautaire dont les sièges étaient garnis de visages reconnaissants. Sa mère, des voisins, des collègues, quelques journalistes, mais aussi des personnes qui avaient suivi son récit. La scène n'était pas couverte de lumières industrielles, un simple pan de lampe suffisait. Elle prit place au piano. Sa main effleura la touche comme on touche un ami après une absence. Elle chanta, et la salle, encore une fois, retint son souffle, non par attente d'un scandale, mais par respect pour ceux qui se tenaient devant elle. Après la performance, on lui proposa des collaborations qui respectaient sa façon de travailler. Elle donna des interviews où elle parla de dignité plutôt que de revanche. Elle s'exprima sur ce que signifiait pour elle la justice, non pas la destruction des autres, mais la réparation des vies qui avaient été effacées. Elle accepta aussi, avec prudence, d'accompagner des associations pour aider d'autres travailleurs domestiques à protéger leurs droits. Sa voix, qui autrefois servait à consoler une solitude, devint un instrument pour d'autres, pas une arme, mais un outil. Catalina disparut des premières pages pendant un temps, puis revint, moins brillante, moins sûre. Certaines personnes lui accordèrent une seconde chance, d'autres refusèrent. Felipe se retira du devant de la scène, son empire de contrats s'étiolait. La vie professionnelle de chacun prit des routes séparées, et la société, qui aime les récits propres, rangea cette histoire dans une case où l'on se rappelle parfois, avec une certaine amertume, qu'à côté de la gloire, il y a des vies usées. Mais la chose la plus belle qui émergea de tout cela fut l'idée qu'une voix, même si elle a été tenue alors qu'elle cherchait à sortir, finit par trouver un chemin. Ce n'est pas toujours immédiat, ni spectaculaire. Parfois, la reconnaissance vient sous forme d'un billet d'obtention d'un studio, d'une place dans un festival local, d'un enfant qui dit « Je veux être comme elle ». Pour Maria, la dignité retrouvée n'était pas une récompense ostentatoire, c'était la possibilité de respirer sans devoir compter ses mots. L'histoire se termina par un geste simple, une petite cérémonie organisée par la communauté où Maria avait grandi. On l'invita à parler aux jeunes qui voulaient chanter. Elle vint, parla peu, mais chanta longtemps. Entre les phrases, elle glissait des conseils qui n'étaient pas des recettes de succès, mais des rappels vulnérables. Ne vendez jamais votre silence, protégez votre voix, cherchez des alliés. Et si quelqu'un vous offre la lumière en échange de votre vérité, pensez 2 fois. Les jeunes l'écoutèrent, et dans leurs regards on lut la gratitude de ceux qui reçoivent le feu d'un autre. Diego resta à ses côtés, visible mais discret. Leur relation ne prit pas la forme d'un conte romantique classique, elle fut celle d'une amitié qui naît d'un combat partagé, de 2 personnes qui avaient appris à transformer une admiration en soutien. Ils se parlaient parfois des nuits, questionnant l'avenir, riant de petits riens, se rappelant le jardin où tout avait commencé. Ils n'avaient rien gagné d'immédiatement spectaculaire, mais ils avaient trouvé un sens nouveau à leur geste quotidien. Quand enfin la poussière retomba sur les grandes pages de l'actualité, la vie de Maria continua, faite de petites répétitions, de concerts modestes, du soin donné à sa mère, de sessions d'enregistrement où l'on ne cherchait pas l'or mais l'authenticité. Les offres vinrent et allèrent, mais elle sut choisir avec le même soin qu'elle avait mis à préserver sa voix.
Sa promesse d'autrefois, faite au coin d'un trottoir et nourrie par des nuits de piano, tenait désormais comme une réalité. Elle avait cessé d'accepter qu'on lui dicte qui elle devait être. La dernière image que l'on garde d'elle, lorsqu'on raconte cette histoire, n'est ni la scène nationale, ni l'instant médiatique. C'est une femme qui sort d'un petit théâtre, la lumière tombant doucement sur son visage, qui respire profondément, ferme les yeux un instant, puis sourit à sa mère qui l'attendait à la porte. Ce sourire n'était pas triomphal, il était réparateur. Il disait « Je suis ici, ma voix est mienne ». À la fin, la leçon resta simple. La vérité ne se révèle pas toujours comme un éclair qui détruit. Souvent, elle s'impose comme une force patientée qui use des murs de l'ignorance jusqu'à ce que la lumière puisse entrer. Les voix que l'on a voulu réduire au silence trouvent parfois, par un hasard courageux ou une conjonction improbable, la scène qui les rend visibles. Et quand cela arrive, la réparation n'est jamais complète, mais elle commence. Partagez cette vidéo si vous croyez que la vérité finit toujours par triompher.